Ma mère a envoyé un email disant qu'elle et mon frère avaient pris mes 450 000 $ d'épargne et étaient partis s'installer à Paris. Profite d'être fauché, a-t-elle écrit. Plus tard, ils ont appelé, affolés, à qui appartenaient ces comptes? Je m'appelle Megan Brox. J'ai 32 ans et depuis 9 ans, je travaille comme consultante en comptabilité judiciaire à Boston. Le genre de personne que les entreprises appellent lorsque l'argent disparaît et que personne ne veut admettre où il est allé. J'ai bâti ma carrière en traçant les transferts cachés, les fausses factures, les comptes fictifs et les mensonges financiers. Mais rien ne m'avait préparé à l'email que ma propre mère m'a envoyé à 6h17 un lundi matin. L'objet était simple. Profite de ta nouvelle vie. Je l'ai ouvert en me tenant dans ma cuisine, encore à moitié éveillé, une main autour d'une tasse de café noir, m'attendant à un autre sermon culpabilisant sur le fait que je n'aidais jamais assez. Au lieu de cela, j'ai lu, ton frère et moi avons pris tes 450 000 $ d'économie et sommes partis nous installer à Paris. Profite d'être fauché. Pendant une seconde, je n'ai pas respiré. Je l'ai relu, plus lentement, comme si les mots pouvaient se réorganiser en quelque chose de moins cruel. Ils ne l'ont pas fait. En pièce jointe, une photo de ma mère avec des lunettes de soleil devant un café parisien, souriant comme si elle avait gagné un prix. Et à côté d'elle se tenait mon frère, Tyler Brox, tenant un verre de champagne qu'il n'aurait jamais pu se permettre. Sous la photo, elle a écrit une dernière ligne. Peut-être maintenant tu apprendras que l'argent ne te rend pas meilleur que la famille. Mes doigts sont devenus froids. Le café m'a glissé des mains et s'est brisé sur le sol. Mais je n'ai pas bougé parce que ce que ma mère ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que tous les comptes qu'ils avaient touchés ne m'appartenaient pas. Et quand les vrais propriétaires ont commencé à poser des questions, Paris a cessé de ressembler à un rêve et est devenu un piège. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand ils ont appelé en panique, demandant à qui appartenaient ces comptes? Dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Je n'ai pas crié. C'était la partie étrange. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas jeté mon téléphone, je n'ai pas rappelé ma mère en suppliant une explication. Je suis resté dans cette cuisine avec de la céramique brisée autour de mes pieds nus et j'ai senti quelque chose en moi devenir douloureusement immobile. C'était peut-être le choc. Ou peut-être la partie de moi qui avait passé des années à enquêter sur la fraude des autres, réalisant finalement que j'étais en train de regarder un dossier avec mon propre nom de famille dessus. J'ai enjambé le café, je me suis assise à ma table à manger, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à tous mes tableaux de bord financiers. Le premier compte était vide. Le second avait été vidé. Le troisième montrait un virement que je n'avais jamais autorisé, acheminé via un compte professionnel temporaire avec un nom si ridicule que ça m'a presque fait rire. Brox Family Holdings. Ma famille avait créé une fausse entreprise en utilisant notre nom de famille. Comme si le vol devenait respectable une fois qu'il avait une étiquette d'entreprise. Plus je cherchais, plus je devenais froide. Il y avait des virements de mes économies personnelles, oui, mais aussi des mouvements d'un compte séquestre lié à une enquête confidentielle que j'avais gérée pour l'un de mes clients, une entreprise de technologie médicale qui m'avait engagé pour retrouver des fonds de recherche détournés. Ce compte avait des restrictions légales strictes. Il était surveillé. Il était assuré. Et surtout, il ne m'appartenait pas de le donner, de le dépenser ou de le perdre. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres deviennent flous. Non pas à cause des larmes, mais à cause de la douloureuse réalisation que ma mère et mon frère n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils s'étaient lancés dans un crime financier qu'ils étaient trop arrogants pour comprendre. Puis les souvenirs ont commencé à se mettre en place. Tyler demandant le mois dernier, alors, tu gardes tout ton argent dans une seule banque? Ma mère insistant soudainement qu'elle avait besoin de mon vieil ordinateur portable pour imprimer des recettes en visitant mon appartement. Elle faisant semblant d'être offensée quand je refusais de discuter de mon travail avec mes clients. Tyler plaisantant que mon travail semblait facile parce que les riches me donnaient simplement leur mot de passe. J'avais tout cela comme de l'ignorance. Maintenant, chaque question anodine ressemblait à un crochet de serrurier. J'ai ouvert mon gestionnaire de mots de passe et j'ai vu une connexion depuis un appareil inconnu 2 nuits auparavant, puis une autre depuis une adresse IP connectée à une location à court terme dans le New Jersey. Mon estomac s'est tordu. Ils n'avaient pas agi sur un coup de tête. Ils avaient planifié cela pendant 6 minutes. J'ai failli appeler ma mère. J'ai même ouvert son contact et j'ai laissé mon pouce planer sur le bouton.
Une partie de moi, brisée et enfantine, voulait l'entendre dire que c'était une erreur, que quelqu'un l'avait piraté, qu'elle avait peur, qu'elle était désolée. Mais un autre email est arrivé de Tyler. Pas d'objet, juste une phrase. N'essaie pas de jouer la détective Meg. Tu as perdu. J'ai fixé cette ligne et quelque chose d'ancien en moi a craqué. J'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai téléchargé les relevés. J'ai copié les métadonnées. J'ai sauvegardé les emails à 3 endroits. Puis j'ai appelé ma meilleure amie, Nathalie Parker, qui a répondu à la deuxième sonnerie et a immédiatement su que quelque chose n'allait pas parce que j'avais dit son nom au lieu de bonjour. Quand je lui ai raconté, elle n'a pas halté dramatiquement ou m'a dit de me calmer. Elle a dit, Megan, ne les appelle pas. Ne les préviens pas, monte le dossier. C'est pourquoi Nathalie était ma personne. Elle me connaissait suffisamment pour savoir que je n'avais pas besoin de réconfort en premier. J'avais besoin d'un champ de bataille propre. À midi, ma cuisine était encore recouverte de café séché, mais ma table à manger était devenue un tableau de preuves. Relevés bancaires à gauche, journaux d'appareil au centre, en tête de mai à droite. J'ai contacté le service de fraude de la banque, puis l'officier de conformité juridique de mon cabinet, puis le client dont les fonds séquestres auraient pu être touchés. Chaque appel rendait ma voix plus stable. Chaque document rendait la trahison moins émotionnelle et plus approuvable. Vers 3 heures, ma mère a enfin appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Puis Tyler, puis ma mère à nouveau. Au 5e appel, elle a laissé un message vocal. Sa voix était aiguë et agacée, pas coupable. Megan, ne sois pas dramatique. Nous sommes à Paris. Nous sommes enfin heureux. Tu devrais être heureuse pour nous. Je l'ai écouté 2 fois, non pas parce que j'appréciais la douleur, mais parce que je voulais me souvenir de son ton. Elle ne sonnait pas comme une mère qui avait volé l'avenir de sa fille. Elle sonnait comme une femme irritée que sa victime puisse se plaindre. Cette nuit-là, Nathalie est venue avec de la nourriture que je ne pouvais pas manger et un carnet que je pouvais utiliser. Elle s'est assise en face de moi pendant que j'écrivais chaque commentaire étrange, chaque visite suspecte, chaque moment que j'avais ignoré parce que je voulais croire que la famille ne pouvait pas être aussi cruelle. À 23h48, une alerte automatisée de fraude est apparue de la banque séquestre. Transfert international à haut risque en cours d'examen. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Mon pouls a ralenti, pas accéléré, ralenti parce que pour la première fois de la journée, j'ai compris la vérité. Ma mère et mon frère pensaient m'avoir volé et s'être enfuis à Paris. Mais ce qu'ils avaient vraiment fait, c'était de déclencher une alarme incendie dans un bâtiment plein d'enquêteurs, d'avocats, d'auditeurs et d'agents de conformité fédéraux. Et ils se tenaient dans le hall avec l'allumette. Le lendemain matin, j'ai rencontré Rebecca, une avocate spécialisée dans les crimes financiers recommandée par le directeur de la conformité de mon cabinet. Son bureau donnait sur le port, mais j'ai à peine remarqué la vue. Je portais un dossier si épais que la réceptionniste l'a regardé 2 fois, supposant probablement que j'étais une autre consultante livrant des documents, pas une fille entrant avec la preuve que sa propre mère avait vidé ses comptes. Rebecca était calme d'une manière qui rendait la pièce plus froide. Elle n'a pas interrompu pendant que j'expliquais les économies volées, la fausse entreprise, l'accès non autorisé à l'appareil, les retraits de Paris et la possible contamination du compte séquestre. Elle n'a posé que de courtes questions, chacune plus incisive que la précédente. Qui avait un accès physique à votre ordinateur portable? Votre mère connaissait-elle vos questions de sécurité? Votre frère a-t-il déjà reçu du courrier à votre adresse? Des fonds de clients ont-ils réellement été transférés ou seulement consultés? Au moment où elle a terminé, mes mains étaient crispées sous la table. Puis elle s'est penchée en arrière et a dit, Megan, je dois vous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas seulement un conflit familial. Si vos preuves sont exactes, il s'agit d'usurpation d'identité, de fraude par virement, de détournement de fonds, et éventuellement de tentative de vol d'un compte séquestre protégé. Les mots auraient dû m'effrayer. Au lieu de cela, ils m'ont donné l'impression que le sol avait enfin cessé de bouger. J'avais passé 24 heures à me demander si j'étais trop dure, trop froide, trop peu disposée à pardonner. La phrase de Rebecca a transpercé ce brouillard. Ce n'était pas du drame. C'était un crime. Pourtant, elle m'a averti que les affaires familiales étaient laides parce que les voleurs ayant un ADN commun s'attendaient souvent à une immunité émotionnelle. Ils vous traiteront de cruels, dit-elle.
Ils diront que vous avez choisi l'argent plutôt que la famille. Ils essaieront de vous faire sentir responsable des conséquences de leur choix. J'ai failli rire parce qu'elle avait décrit ma mère parfaitement. Susan Brooks avait bâti toute sa maternité autour d'une dette déguisée en amour. Quand j'avais 16 ans, elle a emprunté l'argent de mon travail d'été pour maintenir les lumières allumées, puis a acheté une console de jeu à Tyler la semaine suivante parce qu'il avait besoin d'une victoire. Quand j'avais 21 ans, elle a pleuré jusqu'à ce que je co-signais un petit prêt pour elle, puis a manqué 3 paiements et m'a dit que le mauvais crédit m'apprendrait l'humilité. Quand j'ai obtenu mon diplôme, elle m'a serré dans ses bras devant des proches et a chuchoté « N'oublie pas qui s'est sacrifié pour toi », même si j'avais payé mes propres frais de scolarité avec des bourses et des emplois de comptable le week-end. Pendant des années, elle m'avait appris à confondre la culpabilité avec le devoir. Maintenant, elle avait simplement intensifié la leçon à 450 000 $. Rebecca a écouté pendant que je lui racontais ses souvenirs, non pas parce qu'ils étaient légalement nécessaires, mais parce qu'ils expliquaient pourquoi j'avais ignoré tant d'avertissements. Elle a hoché la tête une fois et a dit « La manipulation commence souvent petit. Les gens ne volent pas un demi-million de dollars à quelqu'un à moins qu'il n'ait déjà pratiqué le vol de limite. » Cette phrase m'est restée. Nous avons préparé des dépôts d'urgence le même jour. Rapport de fraude, litige bancaire, lettre de conservation, une ordonnance restrictive temporaire contre toute activité de compte supplémentaire, et une plainte civile nommant Susan Brooks et Tyler Brooks comme défendeurs. Rebecca a également contacté le service juridique de la banque séquestre pour séparer ma perte personnelle des fonds protégés du client, prouvant que j'avais signalé le problème immédiatement et que je n'avais autorisé aucun mouvement. Cette partie était importante. Ma carrière dépendait de la confiance et ma mère n'avait pas seulement mis la main sur mon argent mais sur mon nom. Le soir, le premier gel est passé. Le faux compte Brooks Family Holdings a été bloqué. 2 cartes internationales liées à celui-ci ont été suspendues. Une réservation d'appartement de luxe à Paris a échoué à l'autorisation de paiement. Je le savais parce que Tyler m'a envoyé un SMS 20 minutes plus tard. « Que as-tu fait ?» Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a envoyé une photo d'un restaurant. Nappe blanche, éclairage doré, petites assiettes arrangées comme des bijoux avec le message « Tu peux geler des cartes, mais tu ne peux pas geler la famille. Arrête de t'embarrasser. » Je l'ai transmise à Rebecca. Elle a répondu par 3 mots. Excellent. Plus de preuves. C'est devenu mon rythme. Il m'insultait. Je l'archivais. Il me menaçait. Je le rodais. Il postait des photos de vacances. Je les sauvegardais. Sur les réseaux sociaux, il prétendait que Paris était un nouveau départ. Ma mère a légendé une photo, enfin libre des gens toxiques. Tyler a posté, certains d'entre nous savent comment profiter de la vie au lieu d'accumuler de l'argent. Leurs amis ont aimé les posts. Une cousine a commenté, tellement heureuse pour vous. J'ai fixé ce commentaire plus longtemps que je n'aurais dû, réalisant que ma famille avait probablement dit à tout le monde que j'étais égoïste, instable, peut-être même abusive. Pendant une heure douloureuse, j'ai voulu me défendre publiquement. Je voulais publier des captures d'écran, des déclarations, des preuves. Nathalie m'en a dissuadé. Laissez le tribunal être votre section de commentaires, a-t-elle dit. Alors, je suis restée silencieuse. Pas un silence faible, un silence stratégique. Le genre de silence qui laisse les gens arrogants continuer à parler jusqu'à ce qu'ils s'enterrent eux-mêmes. 3 jours plus tard, Rebecca a appelé avec le premier rebondissement. Megan, dit-elle, ils ont tenté un deuxième virement après le gel. Ma mère et mon frère, apparemment furieux que leur carte ait cessé de fonctionner, avaient essayé de transférer un autre bloc d'argent via la fausse entreprise vers une application bancaire française en utilisant mes documents d'identité volés. Mais comme les alertes de fraude étaient actives, la transaction a déclenché un examen de conformité. La banque les avait maintenant enregistrés comme ayant tenté d'accéder à des fonds restreints après que des avis de litige formels aient été déposés. C'est mauvais pour eux, dit Rebecca. J'ai regardé la photo de famille sur ma bibliothèque, celle où ma mère nous tenait tous les deux dans ses bras lors d'un barbecue du 4 juillet il y a des années. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de tristesse en la regardant. J'ai ressenti une reconnaissance. Cette photo n'était pas une preuve d'amour. C'était la preuve que parfois, les gens qui sourient à côté de vous n'attendent que le bon moment pour prendre ce que vous avez construit. La première véritable confrontation a eu lieu 4 jours après le gel, à 2h03 du matin, heure locale,
lorsque ma mère a appelé 11 fois de suite. J'ai finalement répondu à la 12e parce que Rebecca m'avait dit que les appels enregistrés pouvaient être importants si les règles de consentement de mon état étaient respectées. Et Nathalie était assise à côté de moi, son ordinateur portable ouvert, prête à prendre des notes. Ma mère n'a pas dit bonjour. Elle a sifflé. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Pendant un instant, j'ai presque admiré l'audace. Elle avait volé mes économies, fui le pays, se moquait de moi par écrit, et maintenant elle avait l'air blessée parce que les conséquences étaient arrivées plus tôt que prévu. J'ai demandé, appelles-tu pour rendre l'argent? Elle a ri, mais cela s'est brisé au milieu. Le rendre, Megan, ne sois pas puéril. Cet argent était là à ne rien faire. Tyler avait besoin d'un nouveau départ. J'avais besoin de paix. Tu as toujours eu plus que nous. J'ai regardé Nathalie, qui a fermé les yeux comme si elle retenait physiquement sa rage. Tu m'as volé, ai-je dit. La voix de ma mère s'est accentuée. Tu nous as abandonnés en premier. Tu es parti à Boston, tu as trouvé ton travail chic, tu as commencé à agir comme si tu étais au-dessus de ton propre sang. Tu penses que parce que tu comprends les feuilles de calcul, tu comprends la vie. La famille partage. La famille demande, ai-je dit. Les voleurs prennent. C'est alors que Tyler a attrapé le téléphone. J'ai entendu le bruit de la rue derrière lui, puis sa colère haletante. Tu es en train de tout gâcher, Meg. Le gérant de l'appartement menace de nous expulser parce que le paiement a échoué. Maman a pleuré toute la journée à cause de toi. Bien, ai-je dit. Et le mot m'a surprise moi-même. Non pas parce que je ne le pensais pas, mais parce que je le pensais complètement. Tyler est resté silencieux pendant une demi-seconde, puis a craché, tu as toujours été égoïste. Profite de ta petite vie solitaire avec tes chiffres. Puis il a prononcé la phrase qui a effacé le dernier coin doux de mon cœur. Tu devrais être reconnaissante que nous n'ayons pris que de l'argent. La tête de Nathalie s'est relevée brusquement. J'ai répété, qu'est-ce que ça veut dire? Il a raccroché. J'ai immédiatement envoyé le résumé de l'appel à Rebecca. Le matin, mon téléphone était inondé. Ma tante Denise a envoyé un SMS, ta mère dit que tu les as abandonnés à l'étranger. Une cousine a écrit, quoi qu'il arrive, n'implique pas la police. C'est toujours ta mère. Quelqu'un d'autre a envoyé un verset de la Bible sur le pardon. Personne n'a demandé ce qu'elle avait fait. Personne n'a demandé pourquoi ma mère était à Paris avec mon argent volé. C'était la deuxième trahison. Le cœur de personne qui préférait une victime silencieuse à un criminel exposé. J'ai répondu, personne. Rebecca a conseillé la retenue. Nathalie a conseillé un langage plus fort, mais a admis que Rebecca avait probablement raison. Au cours de la semaine suivante, les messages de Suzanne et Tyler sont devenus moins arrogants et plus désespérés. D'abord, Suzanne a prétendu que l'argent était un fonds d'urgence familial. Puis, elle a affirmé que je le lui avais verbalement promis. Puis, elle a dit que j'étais mentalement instable et que j'avais oublié. Tyler a envoyé des captures d'écran de transactions refusées comme si j'étais le service client. Encore des dettes de carte, a-t-il écrit, répare ça. Quand je l'ai ignoré, il a envoyé un selfie depuis l'extérieur d'une agence bancaire fermée à Paris avec la légende, j'espère que tu es fier. Je n'étais pas bruyamment, pas cruellement, mais oui, j'étais fier que pour une fois dans ma vie, je n'ai pas couru pour secourir des gens qui se noyaient dans une piscine qu'ils avaient eux-mêmes remplie. L'appel paniqué de l'hameçon est venu un jeudi. J'étais au bureau de Rebecca en train de relire un affidavit quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Tyler. J'ai mis en haut-parleur. Sa voix était fine, presque enfantine. À qui appartenaient ces comptes? Le stylo de Rebecca a cessé de bouger. J'ai demandé, de quoi parles-tu? Ma mère pleurait en arrière-plan. Tyler a dit, les gens de la banque ont dit qu'une partie de l'argent n'était pas à vous. Ils ont dit service juridique. Ils ont dit séquestre d'entreprise. Qu'est-ce que tu as foutu, Megan? Je me suis penché en arrière lentement. Voilà. Le moment où l'arrogance a rencontré le vocabulaire qu'elle ne pouvait pas intimider. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Vous avez accédé à des comptes que vous ne compreniez pas. Ma mère est intervenue, sanglotant maintenant. Megan, écoute-moi. Nous ne savions pas. Nous pensions que c'était tout à toi.
Rebecca a écrit quelque chose sur un bloc-notes juridique jaune et l'a tourné vers moi. Ne pas expliquer. Je l'ai suivi. Vous avez besoin d'un avocat, ai-je dit. Les pleurs de ma mère ont cessé instantanément. Comment peux-tu me dire ça? Facilement, ai-je répondu. Vous avez besoin d'un avocat. Elle a alors commencé à supplier, changeant de masque si vite que j'ai presque pu les entendre tomber. D'abord la colère. Espèce de petit monstre ingrat. Puis la culpabilité. Je t'ai donné naissance. Puis la peur. Ils ont dit qu'il pourrait y avoir des accusations. Puis la manipulation. Si tu m'aimais, tu arrangerais ça. L'ancienne Meghan aurait craqué à cette phrase. L'ancienne Meghan aurait pu s'excuser de saigner sur le couteau, mais la femme assise dans ce bureau avait passé la semaine précédente à lire des preuves. Je t'aimais, ai-je dit. Ce n'était jamais le problème. Le problème, c'est que tu pensais que l'amour me rendait facile à voler. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains ont tremblé après, mais pas de faiblesse. Elles tremblaient parce que j'avais enfin fermé une porte que ma mère avait passé toute ma vie à garder entr'ouverte avec la culpabilité. Les jours précédant l'audience ressemblaient moins à une attente qu'à l'observation d'une tempête choisissant une direction. Rebecca a déposé une demande de réparation civile d'urgence. Les banques ont achevé leurs examens internes et l'équipe juridique de mon client a confirmé qu'aucun fonds protégé n'avait quitté de façon permanente la structure de séquestre, bien que la tentative d'accès ait été documentée et renvoyée pour enquête complémentaire. Cela a sauvé ma carrière, mais n'a pas atténué les dégâts. Je devais encore expliquer à mon cabinet pourquoi mon identité volée avait été utilisée pour tenter de toucher des comptes liés à un client. J'étais assise dans une salle de conférence vitrée avec 2 associés, un responsable de la conformité et une représentante des ressources humaines. Pendant qu'ils posaient des questions prudentes et formelles qui me faisaient me sentir à la fois soutenu et exposé. J'ai tout répondu. J'ai montré les chronologies. J'ai montré le rapport de police. J'ai montré les dossiers de Rebecca. À la fin, un associé, un homme tranquille nommé Daniel Mercé, a fermé le dossier et a dit « Meghan, vous avez fait exactement ce que vous deviez faire. » Je me suis maintenu jusqu'à l'ascenseur. Puis j'ai pleuré, non pas parce que j'étais faible, mais parce qu'être cru après une trahison est presque aussi accablant que la trahison elle-même. Nathalie m'a rencontré en bas et a marché avec moi dans l'air froid de Boston sans essayer de réparer quoi que ce soit. C'était son cadeau. Elle savait quand le silence était plus gentil que les conseils. Pendant ce temps, Paris s'effondrait pour Suzanne et Tyler. L'appartement de luxe a annulé leur réservation prolongée après le gel du paiement. Les frais de restaurant ont été annulés en attendant l'enquête. Leur application bancaire française les a bloqués. L'employeur de Tyler, une entreprise de vente régionale en Ohio, a appris qu'il avait quitté le pays sans autorisation tout en prétendant travailler à distance depuis chez lui. Il a été licencié par email, ce qui était poétique d'une manière que j'ai essayé de ne pas trop apprécier. Les amis de l'église de ma mère ont commencé à demander pourquoi elle avait déménagé subitement à l'étranger alors qu'elle avait dit à tout le monde qu'elle aidait Meghan à traverser une crise. Une parente m'a finalement appelé, non pas pour m'accuser, mais pour demander doucement « Est-ce vrai qu'elle a pris votre argent ?» Je n'ai envoyé aucune capture d'écran, aucune explication dramatique, seulement le numéro de dossier public de Rebecca. En 24 heures, le récit familial a commencé à pourrir de l'intérieur. Les gens qui m'avaient réprimandé pour ne pas lui pardonner ont cessé de m'envoyer des SMS. Tante Denise a envoyé un message, je ne savais pas. Je n'ai pas répondu parce qu'une excuse qui n'arrive qu'après la preuve n'est pas du courage. C'est du contrôle des dégâts. 7 jours avant le procès, Tyler a tenté l'intimidation. Il a envoyé un email, laisse tomber ça ou je dirai à tout le monde ce que tu es vraiment. Je l'ai transmis. 5 jours avant le procès, ma mère a tenté la maladie. Elle a laissé un message vocal chuchotant que le stress lui faisait mal à la poitrine et que si quelque chose lui arrivait, je devrais vivre avec. J'ai transmis cela aussi. 3 jours avant le procès, elle a tenté la nostalgie. Elle a envoyé un email avec une carte d'anniversaire scannée que je lui avais faite quand j'avais 8 ans. Au crayon violet, j'avais écrit « Maman, je t'aime pour toujours ». Sous l'image, elle a tapé « Était-ce un mensonge ?» Je l'ai fixé longtemps. Celle-là faisait mal, non pas parce qu'elle changeait quoi que ce soit, mais parce que je me souvenais de la petite fille qui avait pensé chaque mot. Je me souvenais avoir cru que ma mère était une sécurité.
Je me souvenais avoir couru vers elle après des cauchemars, lui faisant confiance pour éloigner la peur. Puis j'ai regardé les relevés bancaires à côté de moi et j'ai réalisé que le chagrin peut exister à côté de la vérité sans l'annuler. J'ai répondu une seule fois. L'enfant qui a fait cette carte t'aimait. L'adulte à qui tu as volé de l'argent te traîne en justice. Rebecca a approuvé le message avant que je ne l'envoie. Le lendemain, nous avons reçu la preuve qui a tout changé. Un document assigné du faux compte d'entreprise montrait une note attachée à l'un des virements. Tyler l'avait écrite lui-même. Déplacé avant que je ne le remarque. 4 mots. Pas de confusion, pas de malentendu, pas d'urgence familiale, juste l'intention. Rebecca a appelé ça un cadeau. J'ai appelé ça une confession avec de mauvaises fautes d'orthographe. Mieux encore, il y avait un message de ma mère à Tyler envoyé 2 jours avant le vol. Une fois que nous serons à Paris, elle pourra crier tout ce qu'elle veut. Elle n'aura pas les moyens de se battre. J'ai lu cette phrase 3 fois. Chaque lecture a enlevé une autre once de culpabilité de mon corps. Elle n'avait pas volé parce qu'elle était désespérée. Elle avait volé parce qu'elle croyait que la ruine financière me ferait taire. L'audience était prévue pour le lundi matin. Le dimanche soir, Nathalie est restée. Nous avons mangé des plats à emporter sur le sol parce que ma table à manger était enfouie sous des dossiers juridiques. Vers minuit, elle a demandé « As-tu peur ?» J'ai dit « Oui », parce que je n'avais pas peur de perdre l'affaire exactement, mais peur de voir ma mère dans une salle d'audience et de réaliser qu'il ne restait rien entre nous que des preuves. Nathalie a hoché la tête et a dit « Alors aie peur et vas-y quand même ». C'est devenu ma dernière pensée avant de m'endormir. Le courage n'était pas l'absence de peur. Le courage, c'était d'entrer dans la pièce avec la peur à ses côtés et de refuser de lui donner le micro. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Dans mon esprit, la justice aurait dû avoir des colonnes de marbre, des pas résonnants et un éclairage dramatique. En réalité, elle avait des murs beiges, une ventilation bourdonnante et un juge qui avait l'air fatigué avant que quiconque ne parle. Suzanne et Tyler sont apparus par vidéo depuis un cabinet juridique à Paris, ce qui rendait le tout irréel, comme si ma famille avait été réduite à 2 visages piégés dans un écran. Ma mère portait des perles, parce que bien sûr. Tyler portait une chemise froissée et l'expression d'un homme qui venait de découvrir que le charme n'était pas une stratégie juridique. Rebecca était assise à côté de moi avec notre dossier de preuves, calme comme une lame. L'avocat de la banque était là. Un représentant de l'institution séquestre de mon client était là. Le responsable de la conformité de mon cabinet était assis à l'arrière. C'est là, je pense, que ma mère a finalement compris que ce n'était pas une dispute familiale privée qu'elle pouvait étouffer avec des larmes. Il y avait trop de professionnels dans la pièce. Trop de dossiers. Trop de gens qui ne se souciaient pas qu'elle m'ait donné naissance. Rebecca a commencé par présenter la chronologie. Accès non autorisé, création de fausses entreprises, utilisation abusive d'identité, épuisement des économies personnelles, tentative de contact avec des fonds séquestres restreints, dépenses internationales et tentatives continues après les avis de fraude. Elle n'a pas élevé la voix une seule fois. Elle n'en avait pas besoin. Les faits ont leur propre son lorsqu'ils sont correctement arrangés. L'avocat de ma mère a tenté d'argumenter la confusion. Il a dit que Suzanne croyait que les fonds étaient des ressources familiales partagées. Rebecca a montré l'email. Profite d'être fauché. Il a argué que Tyler ne comprenait pas les comptes. Rebecca a montré les avis de déplacés avant que je ne le remarque. Il a argué qu'il n'y avait pas eu d'intention malveillante. Rebecca a montré le message de ma mère. Elle n'aura pas les moyens de se battre. Le visage du juge a changé après cela. Pas de façon dramatique, juste assez. Un resserrement autour de la bouche, une pause avant la note suivante. Puis ma mère a été autorisée à parler. Elle s'est penchée vers la caméra, les yeux humides, la voix tremblante avec le ton exact qui m'avait autrefois fait plier instantanément. Votre honneur, je suis une mère. J'ai fait des erreurs, mais j'essayais d'aider mon fils. Meghan a toujours eu du succès. Elle a tout. Tyler a eu des difficultés. J'ai pensé qu'en tant que famille, nous pouvions équilibrer les choses. Équilibre. C'était le mot qu'elle avait choisi pour le vol. J'ai senti la chaleur me monter au cou, mais Rebecca a touché mon poignet sous la table, me ramenant à la réalité. Le juge a demandé à ma mère si je lui avais donné une autorisation écrite d'utiliser les fonds.
Suzanne a baissé les yeux. Pas écrite. Non. Verbal, a-t-il demandé. Elle a hésité. En tant que sa mère, je croyais. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a dit le juge. Le silence qui a suivi a été la première chose honnête que ma mère m'ait donnée depuis des années. Puis Tyler a parlé, ce qui était une erreur. Il a dit, écoutez, Meghan en fait plus que ce que c'est. Elle a toujours été dramatique avec l'argent. Nous allions la rembourser une fois que les choses seraient réglées. Rebecca s'est levée. Avec quel revenu, monsieur Brooks? Tyler a cligné des yeux. Excusez-moi. Vous avez été licencié de votre emploi, n'est-ce pas? Son visage a rougi. Cela s'est produit à cause de ça. Parce que vous avez quitté le pays en déformant votre lieu de travail. Correct? Il a détourné le regard. Rebecca a continué. Et avant le licenciement, le solde de vos économies était inférieur à 2000 $. Correct? Tyler a marmonné quelque chose. Le juge lui a dit de répondre. Oui. Alors, quand vous dites que vous aviez l'intention de rembourser 450 000 $ plus les frais plus les dommages éventuels, quel plan de remboursement spécifique existait? Tyler n'avait pas de réponse. Ma mère a commencé à pleurer plus fort. Pendant des années, ses larmes avaient été des sirènes d'urgence dans mon système nerveux. Ce jour-là, elles sonnaient comme le temps qu'il faisait dehors, derrière une fenêtre verrouillée. Puis Rebecca a demandé la permission pour moi de faire une déclaration. Je me suis levé et pendant une seconde terrifiante, mon corps a oublié comment respirer. J'ai regardé l'écran, les perles de ma mère, le ressentiment de Tyler, les gens qui attendaient que ma douleur devienne langage. J'aimais ma famille, ai-je commencé. C'est pourquoi cela a fonctionné si longtemps. Non pas parce que j'étais négligente, mais parce que je faisais confiance à des gens qui savaient exactement comment utiliser la confiance contre moi. Ma mère n'a pas demandé d'aide. Mon frère n'a pas fait d'erreur. Ils ont prévu de prendre mon argent, de quitter le pays et de me laisser trop faucher pour me défendre. Ils avaient tort. Ma voix s'est stabilisée. Je ne suis pas ici parce que je les déteste. Je suis ici parce que l'amour sans responsabilité devient une permission d'abus. Je veux que mes fonds soient restitués. Je veux que mon nom soit protégé. Et je veux que le dossier montre qu'être la fille de quelqu'un ne fait pas de moi leur banque. La salle d'audience est devenue silencieuse. Ma mère a couvert son visage. Tyler a baissé les yeux. Le juge a suspendu l'audience pendant 20 minutes, et ces 20 minutes ont semblé plus longues que tout le mois précédent. Quand il est revenu, il a accordé la réparation d'urgence. Mes fonds personnels devaient être restitués par le biais des actifs gelés disponibles, des virements inversés et de la liquidation des biens que Suzanne avait utilisés comme garantie. La fausse entreprise resterait bloquée en attendant de nouvelles procédures. La tentative d'accès aux fonds liés au séquestre serait renvoyée aux autorités d'enquête compétentes. Suzanne et Tyler ont reçu l'ordre de conserver tous les dossiers financiers et de céder le contrôle des comptes liés au virement. Et puis est venue la partie qui a finalement fait peur à Tyler. Parce qu'ils avaient dépensé une grande partie de l'argent volé, le tribunal a autorisé des privilèges sur la maison de ma mère en Ohio et sur les actifs restants de Tyler pour garantir le remboursement et les dommages. Ma mère a halté. Ma maison? Le juge a regardé directement l'écran. Vous avez utilisé des fonds volés pour financer une relocalisation internationale tout en tentant d'empêcher la plaignante de demander une réparation légale. Le tribunal n'est pas convaincu par votre allégation de malentendu innocent. Cette phrase a brisé quelque chose en elle. Pas son cœur peut-être, mais sa performance. Son visage s'est durci et pendant une seconde le masque est tombé complètement. Après tout ce que j'ai fait pour elle, chuchota-t-elle. Le microphone l'a capté. Tout le monde a entendu et juste comme ça, même son chagrin est devenu une preuve. Les suites n'ont pas été aussi nettes que les gens l'imaginent pour une victoire. Il n'y a pas eu de musique envahissante quand je suis sorti du palais de justice. Pas de paix soudaine, pas de sensation magique que mon enfance avait été réparée parce qu'un juge était d'accord avec moi. Je suis entré dans le couloir, me suis assise sur un banc et j'ai tremblé si fort que Nathalie m'a serré dans ses bras sans dire un mot. J'avais gagné. Oui, mon argent serait récupéré par des fonds gelés, des processus d'assurance, des transferts inversés et des saisies. Ma carrière était sauve. Mon nom était blanchi.
Ma mère et mon frère ne pouvaient plus qualifier le vol de malentendu sans contredire un dossier juridique. Mais j'avais aussi perdu la dernière illusion que la famille signifiait automatiquement la sécurité. Dans les semaines qui ont suivi, les conséquences se sont propagées dans la vie de Suzanne et Tyler comme des fissures dans le verre. Tyler n'a pas pu retrouver d'emploi dans son domaine une fois que les dossiers civils et les détails du licenciement ont fait surface. Les amis qui avaient applaudi ses photos de Paris ont cessé de répondre à ses messages. Ma mère est revenue de France en silence, plus glamour, plus triomphante, juste en colère et plus petite d'une certaine manière. Sa maison, celle qu'elle avait toujours appelée la maison de famille, a été placée sous hypothèque. Elle a essayé de vendre des bijoux, puis des meubles, puis l'histoire que j'avais ruiné sa vie. Mais les histoires ne paient pas les jugements. La sympathie ne débloque pas les comptes gelés, et la culpabilité pour une fois ne pouvait pas être convertie en argent. Certains proches ont essayé de revenir vers moi une fois que la vérité est devenue indéniable. Tante Denise a envoyé de longues excuses disant qu'elle aurait dû poser des questions avant de me juger. Une cousine m'a invité à Thanksgiving comme si un repas de vacances pouvait couvrir l'odeur de la trahison. Je n'ai remercié personne d'avoir finalement cru aux preuves. Peut-être que cela semble froid, mais il y a une fatigue particulière à devoir apprécier des gens qui ne cessent de vous faire du mal que lorsque les preuves rendent le déni embarrassant. Ma mère m'a envoyé un dernier email 3 mois après l'audience. L'objet était « S'il vous plaît », j'ai failli le supprimer sans le lire, mais une partie de moi avait besoin de savoir quelle version d'elle avait survécu à l'épave. L'email était plus court que prévu. Megan, je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. Ma fille me manque. J'ai fait des choix que je regrette. Tyler est en colère. Je suis fatigué. J'aimerais que nous puissions revenir en arrière. Il n'y avait pas de confession complète, pas d'excuse claire pour le vol, pas de reconnaissance qu'elle avait essayé de me laisser fauchée et impuissante. Juste des regrets. Doux et informe. Le genre qui veut du réconfort sans responsabilité. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai ouvert une réponse vierge et j'ai tapé « Nous ne pouvons pas revenir en arrière car la personne que j'étais à l'époque n'existe plus. J'espère que tu deviendras honnête un jour, mais je ne ferai pas partie de ta vie pendant que tu apprendras. » Je l'ai envoyé, j'ai bloqué son email et je me suis assise en silence pendant un long moment. Je lui ai pardonné finalement, mais pas de la manière habituelle. Je ne lui ai pas pardonné en l'invitant à revenir. Je n'ai pas pardonné à Tyler en prétendant qu'il était seulement perdu. Je leur ai pardonné en refusant de laisser leur trahison devenir le centre de ma vie. Je leur ai pardonné en dormant paisiblement à nouveau, en vérifiant mes comptes sans trembler, en riant avec Nathalie autour d'un café terrible, en prenant de nouveaux clients. En achetant un petit appartement avec des serrures que je contrôlais seul et une table à manger qui n'était plus couverte de preuves. La leçon que j'ai apprise était douloureusement simple. La famille n'est pas une licence pour voler votre paix, votre argent, votre dignité ou votre avenir. Le sang peut expliquer un lien, mais il ne peut pas excuser la cruauté. L'amour n'est pas prouvé par ce que vous sacrifiez pour des gens qui continuent de prendre. Parfois, l'amour de soi commence au moment où vous cessez de payer les dettes émotionnelles qu'ils ont inventées. Si quelqu'un vous trahit et qualifie ensuite vos limites de vengeance, laissez-le faire. S'ils disent que vous avez changé, soyez d'accord avec eux. Le changement est ce qui se produit lorsque vous comprenez enfin votre propre valeur. Ma mère pensait que prendre 450 000 $ me rendrait impuissante. Au lieu de cela, cela m'a montré exactement à quel point je suis devenue puissante lorsque j'ai cessé de supplier des gens malhonnêtes de m'aimer honnêtement. Et si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous étiez censé avoir confiance, rappelez-vous ceci. Vous protéger n'est pas égoïste. Demander justice n'est pas de la cruauté. S'éloigner des gens qui ne vous valorisent que lorsqu'ils peuvent vous utiliser n'est pas une trahison. C'est de la survie. Alors dites-moi honnêtement, si votre propre famille vous volait tout ce que vous avez bâti et vous demandait ensuite pardon seulement après avoir été prise, les pardonneriez-vous ou vous éloigneriez-vous comme moi?